faire un petit historique de ce que nous avons proposé ces dernières semaines. L'idée, c'est de vous délivrer une information qui soit synthétique pour qu'on soit en quelque sorte une agence qui soit un petit peu dans un registre d'inspiration. Voilà, on peut passer à la diapositive suivante. J'espère que vous m'entendez bien parce que c'est un petit problème de réseau. Alors, sur peut-être un retour en arrière, on a imaginé ce cycle des petits-déj en 2019, au moment où, comme vous vous en souvenez, nous avions co-organisé la 39e rencontre nationale des agences urbaines. Et nous vous avons proposé un cycle dédié à l'audace territoriale en 2019 et toute une série de petits déjeuners qui étaient au nombre de 8, qui avaient pour objectif notamment de revenir sur l'ensemble des ateliers que nous avions proposés et installés, notamment sur Dunkerque. Alors ce dispositif s'était inscrit dans le cadre d'un soutien de la Caisse des dépôts et consignations qui nous avait rejoint au même moment. Et nous avons pris le parti chaque année de synthétiser l'ensemble de ces réflexions sous la forme d'un cahier de synthèse qui a été à l'époque très largement diffusé. On vous a proposé une petite enquête de satisfaction pour savoir si nous étions dans le vrai au moment où nous avons lancé cette initiative. On peut passer à la diapositive suivante, Jean-François. Et c'est vrai que ce format vous est apparu plutôt agréable puisqu'on avait des chiffres que vous voyez à l'écran particulièrement intéressants, un taux de satisfaction qui est vraiment extrêmement positif, tant sur la durée, donc 1 heure maxi, que sur le mardi qui paraissait la journée la plus intéressante, l'horaire et puis la répartition du temps. Bien, petite diapositive suivante. Alors, en 2020, du coup, nous sommes repartis sur un nouveau cycle qui, cette fois-ci, était spécifiquement consacré aux repères stratégiques. On était à l'occasion des élections, notamment municipales. Et l'idée, c'était, à travers ce cycle, de vous proposer 11 petits déjeuners pour équiper, entre guillemets, les nouveaux élus de la région de Flandre-Dunkerque et leur donner des chiffres clés qui leur permettent de bien construire leur politique publique. Et donc, on a proposé des petits déjeuners sur les questions de démographie, de santé, de transition écologique, de tourisme, de développement économique, d'enjeux portuaires, de mobilité, d'articulation des échelles, d'habitat, de renouvellement urbain ou encore de planification stratégique, avec un format qui, là aussi, vous est apparu extrêmement intéressant. Il y a un cahier de synthèse qui va prochainement vous être adressé et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour vous dire que vous pouvez retrouver naturellement sur le site internet de l'agence l'ensemble de ces petits déjeuners qui sont également enregistrés. Diapositive suivante. Alors, cette année, nous vous proposons une nouvelle ambition et le cycle 2021 est dédié plus spécifiquement aux services au public qui sont à l'évidence en transition aujourd'hui. Laurent Renavant, que je remercie, qui organise un petit peu bonjour Monsieur le Président, qui organise ce cycle, va vous en dire très rapidement un peu plus. Donc merci à toi Laurent. Oui, donc rebonjour à tout le monde. Donc effectivement, comme Franck l'a expliqué, après 2 premiers cycles, nous entamons aujourd'hui le 3e cycle des petits-déj de Lagure. Donc vous l'avez vu dans l'invitation, le thème de cette année, donc ce sont les services au public en transition. En fait, on a souhaité cette année aborder cette question des services essentiels, alors même si le terme a pris une connotation particulière avec le contexte pandémique. Mais voilà, les services que l'on retrouve dans nos villes, dans nos territoires, et qui sont aujourd'hui incontournables au quotidien, que ce soit pour les habitants ou pour les entreprises. C'est d'ailleurs pour ça que dans l'intitulé, vous voyez que le terme public est avec un S, parce qu'on a différents publics pour ces services. Et une caractéristique qui nous a semblé importante, c'est qu'effectivement, comme l'a souligné Franck, ces services délivrés à différents publics, aujourd'hui, ils sont vraiment en transition et doivent répondre à différents enjeux. Alors, le plus évident, c'est l'urgence environnementale, mais il y a également d'autres bouleversements, donc les transitions numériques, les enjeux aussi d'optimisation des finances publiques. Bref, pas mal de bouleversements qui changent la manière de délivrer ces services aux différents publics. Donc voilà le thème de cette année. Alors c'est vrai que ces services dans les villes, dans les territoires, ils sont très nombreux.
On aurait pu aussi parler des services de transport, des services sociaux. Pour ce cycle, on a cherché à circonscrire le thème. Donc, on aura 3 grands types de services qu'on abordera, ceux autour de l'énergie, de l'eau et des déchets, ce qui va déjà nous occuper pas mal. Donc, petite originalité cette année de notre cycle, contrairement aux 2 années précédentes où c'était des experts de l'agence qui vous faisaient des présentations, qui intervenaient. Cette année, donc, l'équipe de Lagure a décidé vraiment de passer la parole à ses partenaires experts sur les différents thèmes. Donc, vous retrouvez sur la diapositive, en fait, les logos des premières structures partenaires qui ont accepté d'intervenir durant le cycle. Alors, il se peut que ça s'élargisse encore, puisque juste après, je vous expliquerai, le programme est encore en cours d'élaboration. Autre originalité, c'est aujourd'hui le petit-déj de lancement, chose qu'on ne faisait pas les autres fois. Donc voilà, aujourd'hui, on fait un petit-déj de lancement. On passera la parole à un élu juste après en qualité de grand témoin. Autre point, donc on est sur le premier cycle de petit-déj de Lagure qui est ouvert aux acteurs de la communauté de communes Flandre Intérieure et du SCOT Flandre et Lys, puisque donc cela correspond à l'extension du périmètre d'intervention de l'agence. Et donc, on souhaite bien sûr toute l'équipe de Lagure la bienvenue à ce nouveau public élargi. Et puis enfin, on en a bien tenu compte, le souhait de tout le monde de revenir en présentiel. On sait que notre public cible apprécie beaucoup dans les petits-déj de Lagure le côté petit-déj avec les petits pains, le café. Donc voilà, on sera ravis de pouvoir vous reproposer ça le plus vite possible quand le contexte sanitaire sera meilleur. Donc voilà, on va s'adapter tout au long du cycle et dès que ce sera possible, on repassera sur des petits-déj en présentiel. Donc maintenant, je vais rapidement vous parler du programme. Donc comme je vous l'ai dit, comparé aux 2 autres années, on ne vous propose pas un programme tout de suite entièrement défini en vous disant date par date le thème précis qui sera traité, puisqu'on a donc cette logique de work in progress. Alors le terme anglais n'est pas très beau, mais voilà, en fait, on est encore en train d'affiner tout doucement le programme avec nos différentes structures partenaires qui interviendront. Mais on peut déjà vous en tisser les grandes lignes. Donc, on aura une douzaine de dates. Donc, les 2 premières dates, donc aujourd'hui et le prochain e-petit-déj, on sera sur une approche globale de ces services au public en transition. Donc, on traitera à la fois de l'énergie, de l'eau et des déchets, notamment à travers les impératifs de transition. Après, on enchaînera sur 8 dates qui seront plutôt centrées sur l'angle énergétique. Donc, on aura la question du CO2, la question de la compétence énergie des collectivités. Vous retrouvez en fait les différents termes clés. Le 9 novembre, on aura un petit-déj centré plutôt sur la question des services de l'eau, à travers une logique d'économie circulaire de l'eau. Et puis enfin, les 2 derniers petits-déj du cycle seront consacrés à la question spécifique des déchets. Donc, petit point que je n'ai pas évoqué, vous voyez qu'à travers la diversité de ces thèmes, on couvre aussi beaucoup de thématiques qui sont assez proches des compétences d'intervention d'Eura Énergie. Et donc, c'est aussi pour ça que cette année, on propose ceci qui a été co-pensé, co-organisé donc avec Eura Énergie, comme on l'avait fait la première année avec un partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations. Donc voilà pour une présentation extrêmement synthétique du cycle, mais on aura le temps d'en reparler lors de la deuxième séquence des échanges. Et donc là, on voulait juste vous faire une présentation des différents travaux de l'agence qui portent sur les thèmes de ce cycle. Et donc, je vais passer la parole à Jean-François Verret, qui est directeur général adjoint de Lagure. Et j'en profite pour excuser donc, notre collègue Sandrine Devex, qui a travaillé aussi sur la présentation, mais qui doit aujourd'hui gérer une urgence familiale. Merci Laurent, bonjour à tous. Bon, donc on vous propose pour ce petit déjeuner introductif de vous constituer un petit manuel du générateur d'opportunités. Alors comme vous le savez, c'est un petit peu le leitmotiv de l'agence d'urbanisme dans son nouveau programme partenarial et programme stratégique, hein, d'être à la fois révélateur et générateur d'opportunités. Et pour ça, on propose un certain nombre d'outils et des grands principes. Alors, on va pas tout balayer, mais on vous propose ce matin d'aborder quatre grands principes qui vous permettront de bien suivre tout ce cycle de petits déjeuners. Hein, donc, vous allez pouvoir vous lever plus tôt à chaque fois. Hein, donc, les petits déjeuners commençant à 9 h, on vous propose de vous lever 1 ou 2 heures avant à chaque fois et de préparer tous ces éléments qu'on vous mettra à disposition sur notre site. Donc, ces grands principes, c'est d'abord la possibilité de saisir les enjeux qui sont liés à la question de l'énergie, l'eau, les déchets.
s'appuyer sur la dynamique des projets, partager et s'appuyer sur un schéma commun, hein, ce qui va permettre de travailler ensemble et animer efficacement les démarches autour de ces nouveaux services publics en transition. Alors, comment proposons-nous de vous aider à bien saisir les enjeux? D'abord, pour saisir les enjeux, on propose différentes clés d'entrée, hein. D'abord, comprendre les transitions à l'œuvre, offrir aux partenaires une vision prospective, hein, pour anticiper et agir contre les effets du réchauffement climatique. Donc, cette dimension prospective est extrêmement importante. Et puis, sensibiliser les acteurs du territoire et le grand public, hein, pour développer de nouvelles pratiques. Alors pour ça, on a quelques outils que vous trouvez sur notre site internet ou bien à l'Agure, hein, sur place. Bon, par exemple, sur le volet énergétique, donc pour comprendre les enjeux, on propose des publications spécifiques, notamment les cahiers de l'Agure, les toiles, hein, notamment la toile énergétique, et puis de nouveaux supports de communication. Donc sur notre site, vous allez retrouver des vidéos, 5 minutes pour comprendre REF 3, la vidéo de la toile énergétique, etc. Et puis, bien entendu, de façon un peu plus technique, on propose des contributions, notamment dans le cadre des plans climat-énergie territoriaux, de la CCHF et de la QE. Donc, parmi les cahiers, hein, vous retrouverez un cahier enfin même plusieurs cahiers sur REF 3, avec un cahier plutôt orienté vers les quartiers prioritaires. Laurent nous a rédigé un cahier complet qui synthétise les enjeux territoriaux de l'énergie. Donc, si on veut bien se saisir de ces enjeux, bah, tout y est, donc inutile d'aller voir plus loin. Si vous voulez aller voir plus loin, vous pouvez aussi aller consulter des cahiers qui vont travailler sur les données. Hein, donc, soit les données en open data, les grandes données sur l'énergie consommée dans la région Flandre-Dunkerque, ou également les cahiers liés à la toile énergétique. Donc, dans les cahiers un peu plus statistiques, vous allez voir par exemple, les grands flux d'énergie du territoire ou les répartitions sectorielles de consommation énergétique. Voilà. Donc, sur l'énergie, vous avez un premier fonds documentaire. Sur l'eau, là, on a un fonds assez énorme, puisque ça fait quand même historiquement pas mal d'années qu'on travaille sur les questions liées à l'eau. Bien sûr, il y a eu le travail sur le livre blanc, le cahier de connaissances des enjeux sur l'eau. Donc, vous retrouvez à la fois les enjeux environnementaux, les enjeux économiques, les enjeux sociaux et les enjeux citoyens. On insiste en particulier sur les enjeux citoyens, puisque sur la question des services publics en transition, il y a une préoccupation transversale et majeure pour l'ensemble de ces travaux, c'est de voir comment les citoyens peuvent eux-mêmes s'impliquer à leur niveau, en modifiant leurs pratiques, en privilégiant tel ou tel mode de consommation, etc. Et puis, un autre enjeu clé pour l'ensemble de nos travaux, c'est la collaboration. Donc, la collaboration entre les territoires et également entre les acteurs. Et l'agence se veut être la maison des partenaires, hein, pour permettre au quotidien une bonne collaboration entre les partenaires. Et ce cycle de petits déjeuners en est une des illustrations. Bien sûr, sur la thématique de l'eau, on a aussi énormément de publications liées aux enjeux des wateringues, du réchauffement climatique, le polder, les travaux sur les pieds de coteaux. Donc, il y a la superbe publication Agir pour l'eau en Flandre-Dunkerque, une série de contributions sur le Forum de l'eau, le projet européen Magetto, le suivi des sages et des papilles du delta de la Rève, de l'Isère et de l'Aa. Et puis également des rencontres, des actions de sensibilisation, que ce soit les voyages d'études, hein, en Angleterre et autres, des ateliers auprès des scolaires, des itinéraires de polder, et puis l'organisation d'un webinaire sur l'adaptation au changement climatique qui est prévu le 5 mai prochain. Donc, vous avez d'ores et déjà rendez-vous le 5 mai pour ce webinaire. Également sur la question des déchets, alors pour laquelle on a un investissement plus récent, on va dire.
avec des travaux sur la feuille de route de l'économie circulaire, qui a pour objectif de réduire les déchets et sortir du plastique jetable, mieux informer le consommateur, agir contre le gaspillage, mieux produire et lutter contre les dépôts sauvages, la maîtrise des enjeux environnementaux, économiques, sociaux d'une gestion moderne des déchets, les leviers de performance pour fédérer les acteurs, mais on va y revenir un petit peu plus loin. On a d'ailleurs participé à 2 auditions parlementaires sur ces sujets ces derniers mois. Donc la question de l'économie circulaire nous préoccupe beaucoup. Ensuite, deuxième axe d'attaque du révélateur ou du générateur d'opportunités, celui de s'appuyer sur la dynamique des projets. Pour pouvoir travailler sur les opportunités, il faut déjà savoir tout ce qui se passe d'ores et déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe sur le territoire et quelles sont les innovations hors du territoire? Alors, sur le territoire, on a énormément de projets. On a actuellement à peu près 1200 projets qui sont traités dans la région du SCOT Flandre-Dunkerque, et aujourd'hui on est en train d'attaquer le SCOT Flandre et Lys. On a déjà 160 projets qui sont identifiés dans le cadre de la veille spatialisée des projets. Donc à l'Agure, vous avez une cellule partenariale d'information territoriale dans laquelle vous avez plusieurs personnes qui travaillent en permanence sur la recherche et l'identification de tous les projets qui sont engagés sur le territoire. Donc les projets d'envergure, qu'ils soient portés par les communes, les intercommunalités, des partenaires privés, et ceci sur l'ensemble du territoire. Donc chaque projet est géolocalisé et à cette géolocalisation est lié des fiches d'identification avec des visuels, des informations sur l'état d'avancement du projet, ses caractéristiques, etc. En termes de services au public en transition, pour nous, c'est extrêmement important parce que ça va permettre d'accompagner la transition des services publics, notamment en précisant les secteurs dans lesquels on a beaucoup d'investissements en vue, des investissements d'envergure, le passage de réseau, etc. Donc c'est un outil extrêmement important et qui ne peut exister qu'à travers un partenariat fort, et on en profite pour remercier les partenaires qui jouent vraiment le jeu du partage de connaissances sur ces projets. Ensuite, on s'intéresse sur le parangonnage de l'innovation. Allez voir ce qui se passe ailleurs d'innovant. Et l'un des premiers outils de ce parangonnage, c'est Urbis le Mag. Donc on vous invite également de consulter très régulièrement Urbis le Mag, qui permet de vulgariser et rendre accessible au grand public les enjeux de développement des villes de demain, générer une culture commune et innover en matière d'éducation populaire. Donc sur l'énergie, il y a eu pas mal d'articles, notamment sur l'éolien en mer, mais pas que. Sur l'eau également, avec la question de l'eau industrielle. Sur les déchets, on a eu plusieurs articles. Voilà, donc à suivre de très près. Et pour ceux qui veulent approfondir, pour savoir également s'il y a des choses intéressantes qui se font sur d'autres territoires dans un domaine donné, on peut être amené parfois à rédiger des carnets d'opportunités. Donc on a notamment rédigé un carnet d'opportunités sur la propreté urbaine et l'engagement citoyen, voir un peu ce qui se faisait en France et à l'étranger pour favoriser une plus grande propreté. Donc par exemple ici on a une page sur le marketing au service de la propreté urbaine, avec des sortes de petits jeux, etc., qui vont inviter les gens à jeter leurs déchets au bon endroit, de façon un petit peu ludique. Et donc autant de bonnes idées qu'on pourrait s'approprier également sur les territoires. Alors, autre enjeu, donc ça c'est le troisième pilier du générateur d'opportunités, c'est partager et s'appuyer sur un schéma commun. Alors, à travers la question du schéma commun, on met en avant en particulier la question des toiles. Comme vous le savez, depuis 2009, l'agence travaille avec ses partenaires sur une approche écosystémique des grandes problématiques du territoire. Donc on a démarré avec l'industrie, et les questions énergétiques et les questions liées au service au public en transition
sont rapidement entrés en jeu, hein, notamment à partir de 2018 avec la sortie de la toile énergétique qui a été réalisée à la demande notamment des énergéticiens qui avaient besoin d'avoir cette vision globale de l'écosystème énergétique du territoire et pouvoir partager entre différents gestionnaires de ressources une vision commune. Donc cette toile, donc la première toile énergétique est sortie en 2018. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on est en train de la remettre totalement à jour, hein. Donc vous aurez dans quelques mois l'opportunité de découvrir la nouvelle toile énergétique. Et entre-temps, vous aurez la grande chance de travailler avec la GUR à la co-construction de cette toile. Ensuite, sur la question de l'eau, on a commencé à attaquer le sujet à partir de 2019. Et à partir de cette année, on commence à travailler sur la question des déchets, avec une toile des déchets ménagers et une toile des déchets d'activité hein, qui sont en cours de construction. Sur la question de la toile énergétique, donc vous retrouvez la toile énergétique avec les ressources importées, les producteurs, les grands consommateurs, les réseaux, les échanges énergétiques internationaux et bien sûr des aides à la lecture avec une légende, un guide de lecture, etc. Et puis des définitions. Il faut bien se dire que cet outil, si vous ne le connaissez pas, c'est un outil qui est aussi à destination des personnes qui ne connaissent rien dans le domaine énergétique. La preuve, c'est nous qui l'avons conçu. Et au départ, on n'y connaissait absolument rien. Nous ne sommes pas experts énergéticiens, hein, mais on a travaillé avec des experts. Et on a essayé de traduire en schéma courant hein, des notions qui parfois étaient un peu complexes, mais qui sont rendues totalement lisibles grâce à ce type d'approche. Et ça, c'est très important parce que ça va permettre à des acteurs de différents domaines de travailler ensemble. Ah, j'ai un petit souci de diaporama. Alors, je ne sais pas si vous voyez le diaporama circuler. Voilà, ça devrait se débloquer. Bon, en attendant que la diapo suivante arrive, voilà, je vais pouvoir vous l'expliquer. Nous travaillons également sur les toiles de l'eau, puisqu'il y a 3 toiles qui sont en chantier. La toile de l'eau industrielle, qui aujourd'hui est d'ores et déjà opérationnelle. Donc sur cette toile de l'eau industrielle, on va pouvoir identifier l'ensemble du réseau d'eau industrielle, les industriels qui sont connectés à ce réseau et toute la logique de réseau, c'est-à-dire toutes les interconnexions. Pourquoi cette approche globale? C'est avant tout pour identifier des solutions de préservation des ressources. À partir d'une approche globale comme celle-là, on va pouvoir qualifier les projets qui pourraient être lancés pour assurer une ressource en eau industrielle sur le long terme. C'est la même chose pour les questions d'eau potable et la question de l'hydrosystème qui va encore plus loin, puisque là, on a non seulement la préservation de la ressource, mais on a aussi des notions liées au risque inondation et au grand flux d'eau sur le territoire. On travaille également, comme je vous le disais, sur une toile, enfin sur des toiles des ressources matières. Bon, ici, vous avez simplement une représentation de ce qu'on appelait un schéma de cohérence des opportunités hein, sur une communauté zéro déchet. Hein, donc, c'était une option qu'on imaginait avec différentes actions qui pouvaient être menées à différents endroits du service public en transition, mais on a aussi des schémas de flux qui sont en cours de fabrication. Enfin, le 4e pilier, c'est animer efficacement le partenariat. Alors, pour animer ce partenariat, quand on a tous ces outils, il faut les mettre un petit peu en musique. Alors, on a imaginé une salle dédiée qui s'appelle le Macroscope. C'est un espace de travail collaboratif dans lequel vous êtes à la fois dans un espace de présentation des différents écosystèmes représentés pour le Dunkerquois,
Donc ici, vous avez une petite partie salle de réunion dans laquelle on va confronter l'écosystème de l'énergie avec l'écosystème de l'eau ou l'écosystème de l'industrie ou de l'agriculture, ou etc., etc. Il faut savoir qu'on a actuellement 16 écosystèmes qui sont représentés. Et on va trouver des solutions. On va aider, par exemple, un industriel ou, par exemple, un porteur de projet, une personne qui vient avec une innovation. On va l'aider à trouver les solutions, le champ des possibles et également les bons contacts pour pouvoir mener à bien son projet sur le territoire. Et donc, en parallèle à ces séances de travail, vous avez ici des espaces bureaux sur lesquels vous avez des personnes qui vont pouvoir travailler en direct sur la recherche de solutions sur le web, hein, et qui vont les reporter sur la toile en cours de réunion. Donc, c'est un système qu'on a pu expérimenter à plusieurs reprises, notamment pour des investissements liés à l'hydrogène. On l'a utilisé pour l'éolien, on l'a utilisé pour plein de domaines, souvent dans le domaine énergétique et industriel. On l'a également utilisé pour des porteurs de projets dans le recyclage de déchets plastiques. Et on a pas mal de perspectives pour cette formule. Bon, aujourd'hui, les questions sanitaires nous posent un peu problème, hein, même pour ces séances de travail très, très collectives, mais on espère pouvoir les relancer très rapidement. Ici, pour jouer collectif, on va aussi utiliser les approches écosystémiques pour travailler sur des réunions à grande échelle, en confrontant des acteurs de mondes très différents, voire même de mondes parfois un peu opposés. Dans cette photo, là, vous avez différentes salles. Alors, il y en a certains qui vont se reconnaître, hein, qui sont présents ce matin, hein, mais s'ils se souviennent bien de cette réunion, on avait des tables avec des représentants de Greenpeace qui travaillaient avec des représentants de la centrale de Gravelines. On avait des représentants des dockers qui travaillaient avec Enedis, avec GRT Gaz, EDF qui travaillait avec Ecopal, etc. etc. Le MEDEF, hein, vous les reconnaissez un peu, hein, le MEDEF, la CGT, Inocold, etc. Et en fait, on a pu tester la capacité de ces approches écosystémiques à permettre à des acteurs de mondes totalement différents de travailler ensemble autour d'un même support. Et ce support, on le voit bien là sur les photos, hein, ces supports sont couverts de post-it et permettent aux acteurs de réunir en fait des éléments sur des opportunités à saisir, hein, et d'en faire la synthèse. Pour jouer collectif, on va aussi aller voir ce qui se passe ailleurs, hein, et on a des points d'appui extrêmement intéressants avec le territoire, notamment avec les assises de l'énergie, les assises de la transition énergétique, qui constituent un média extrêmement intéressant pour nous et pour les acteurs de l'énergie pour travailler collectif. La Fédération nationale des agences d'urbanisme également, France Ville Durable, l'AIVP, hein, qui nous ont amenés à exposer et partager nos travaux à Abu Dhabi, à Rotterdam, au Québec, etc. On va travailler aussi sur des projections, donc se projeter vers l'écosystème du futur. C'est ce qu'on a fait dans le cadre de territoires d'innovation, à l'occasion notamment d'une réunion qui s'est avérée assez historique, hein, qui nous a permis de travailler vraiment collectivement avec des industriels, avec l'université, avec la communauté urbaine, avec la CCHF, pour imaginer l'écosystème du futur et rédiger ensemble ce magnifique projet. Également fédérer l'ensemble des acteurs avec la toile de l'hydrosystème, hein, qui est un chantier extrêmement important pour nous. Pour jouer collectif, on va aussi s'appuyer sur les relations avec EDF R&D dans le cadre du programme Epiflex, le projet CO2, etc. Donc sur tous ces projets, on va aussi apporter des contributions à travers les toiles pour trouver des opportunités, par exemple de réutilisation du CO2 sur le territoire, notamment dans le domaine agricole ou dans le domaine de la gestion de l'eau. Même chose pour Epiflex, où on va surtout travailler sur une économie circulaire de l'eau,
ce qui est particulièrement innovant pour les territoires. Voilà, donc pour résumer, à travers tout ce qu'on vient de voir, là, on a vu ces 4 grands piliers, on peut retenir 8 points clés que vous allez retrouver toujours dans ce type de travail. D'abord, on va travailler sur une connaissance approfondie du territoire. C'est le premier élément. Deuxième élément, repérer les bonnes pratiques, que ce soit en France ou à l'étranger. Ensuite, établir un dialogue avec les élus et travailler résolument sur la coopération entre les territoires et à différentes échelles. C'est un point essentiel du travail de l'agence et de son implication sur les territoires. Travailler aussi sur la résilience territoriale et en faire à chaque fois une opportunité, un atout pour l'avenir. Dialoguer avec les habitants, c'est extrêmement important et c'est pour ça qu'il faut des outils adaptés. L'expertise et l'écoute et l'innovation en matière de conception urbaine, la connaissance fine et la valorisation des pépites et des richesses du territoire, savoir dénicher en fait ce qui va porter le territoire de demain. Et puis les réseaux partenariaux et le partage de leur expertise. Et là, c'est toute l'aventure dans laquelle on vous invite à travers ces petits déjeuners. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Jean-François. Donc maintenant, comme on vous l'avait évoqué, donc pour ce e-petit-déj de lancement du cycle, on vous propose un temps un peu spécifique, un regard d'élu. On souhaitait avoir ce regard d'élu en qualité de grand témoin. Et donc, on souhaitait passer la parole à M. Patrice Verveit, donc président de la communauté urbaine de Dunkerque et président d'Aura Énergie, pour voir un peu son retour, ses réactions, aussi ses attentes par rapport à ce cycle de e-petit-déj et également du thème évoqué, donc des services au public en transition. Donc voilà, donc M. Verveit, on vous passe la parole. Bien, bonjour à tous. Écoutez, d'abord, merci à l'agence de cette initiative des petits déj, mais sans le petit déjeuner, quoi, si j'ai bien compris. C'est un petit déj, mais on ne petit déjeune pas. Donc, Lagure a inventé un nouveau concept, ça doit être innovant. Il n'y a que Jean-François qui lève sa tasse de café. Donc, merci. Je pense que le thème est bien choisi. Eau, énergie, déchets, c'est effectivement les grands services publics aujourd'hui à la population qui sont en profonde transition. Aujourd'hui, tout le monde en est conscient. J'en aurais rajouté 2. Je pense que ça peut donner un programme pour 2022. Le service public de la mobilité, bien entendu, même si on l'a beaucoup abordé au mandat précédent ici à Dunkerque avec la gratuité du transport public qui a aussi profondément modifié les modèles. Et un sujet qui émerge partout en France, l'alimentation, qui devient aussi quelque part un grand service public. Il a toujours été considéré finalement comme un service privé et il devient de plus en plus un service public de besoins essentiels. Et on voit les mutations, c'est-à-dire moi je m'attends à ce que dans les années qui viennent, on parle de service public de l'alimentation. Et je pense que si l'agence veut regarder l'avenir, elle pourra peut-être se poser la question de la toile de l'alimentation ici sur ce territoire, parce que je pense que ça va devenir dans les 10-15 années qui viennent un grand service public sur lesquels les intercommunalités vont devoir aussi se saisir finalement, comme l'eau, l'énergie et les déchets. Il y a des gros enjeux derrière ça. J'ai envie de prendre pour commencer mon intervention ma casquette de France Ville Durable. On est aussi au cœur des enjeux de la ville durable. Je ne vais pas vous renvoyer au manifeste de France Ville Durable, un peu quand même. On est évidemment au cœur des enjeux de sobriété, d'efficacité en ressources. Quand on parle de déchets, quand on parle d'eau, quand on parle d'énergie, on est bien sur la question de la sobriété et l'efficacité en termes de ressources. On est sur la question de la résilience. On le voit chaque année avec les épisodes d'inondation pour l'eau et de sécheresse durant l'été, les problématiques de choc énergétique qu'on peut avoir demain. On est dans le thème de l'inclusion. Quand on parle d'énergie, je pense aux passoires thermiques aujourd'hui qui, évidemment, reposent beaucoup sur les plus pauvres d'entre nous. Je pense à la problématique de l'accessibilité à l'électricité, à l'eau. Donc, on est sur un enjeu d'inclusion. Voilà, aujourd'hui, les problématiques eau, énergie en particulier, touchent plus particulièrement les plus fragiles d'entre nous. Et donc, c'est aussi une question sociale. Et puis, on est sur un enjeu de créativité parce qu'il faut inventer. Il faut inventer de nouveaux modèles. Il faut inventer de nouvelles politiques publiques. Donc, on est bien sur un enjeu de créativité. Donc, on est au cœur des enjeux de la ville durable tels que France Ville Durable les définit. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous avez évoqué, c'est que
on a finalement deux focales pour regarder l'eau, l'énergie et les déchets. La première focale, vous avez beaucoup insisté dessus, même si de temps en temps vous avez parlé de l'autre focale, mais vous avez beaucoup insisté dessus. C'est finalement comment on améliore la performance de tout ça. C'est-à-dire, c'est un regard un peu technique sur les choses. C'est finalement comment on s'adapte aux nouveaux enjeux environnementaux. Voilà. On a aujourd'hui un enjeu climatique, on a un enjeu de biodiversité, on a un enjeu de préservation des ressources. Je l'évoquais tout à l'heure en parlant de sobriété. On a des enjeux divers et variés sur le plan environnemental. Et donc, comment on améliore finalement la performance environnementale de tout ce système eau, déchets, énergie. Alors évidemment, il y a des solutions techniques. Quand on aborde les questions de décarbonation de l'industrie, on a plein de sujets techniques qui émergent, la filière hydrogène, etc. Donc on voit bien la créativité technique. Vous avez plutôt mis l'accent sur l'innovation systémique. Quand j'écoute Jean-François et ses toiles, l'idée c'est d'essayer d'essayer d'identifier les opportunités dans le système, c'est-à-dire finalement en regardant les choses avec un regard élargi, on arrive à trouver des connexions qui deviennent possibles et qui globalement améliorent la performance. Pas besoin finalement d'être créatif, il faut juste être intelligent et avoir un œil finalement suffisamment en recul pour pouvoir lier les choses finalement à un endroit, un industriel, à un déchet qui est une ressource pour l'autre. Et avec les innovations systémiques qu'a évoqué Jean-François, on arrive à faire cette connexion qui finalement permet d'améliorer la performance environnementale du système d'ensemble. L'agence joue un rôle important là-dedans avec ses toiles, en fait. En réalité, c'est ça, c'est cette capacité à relier des opportunités parfois opposées, parfois convergentes. Voilà. Il y a une autre dimension sur laquelle, évidemment, l'élu que je suis va beaucoup insister, c'est l'enjeu citoyen, l'enjeu démocratique, l'enjeu même, j'ai envie de dire, politique. La question, c'est comment on embarque les gens dans leur comportement, parce qu'il y a aussi un enjeu comportemental dans cette transition. Il ne s'agit pas, prenez les déchets par exemple, il ne s'agit pas simplement d'améliorer notre système de collecte, il ne s'agit pas simplement de transformer, de modifier le carburant de nos bennes à ordures ménagères, que demain ce soit des bennes à ordures ménagères qui fonctionnent à l'hydrogène. Il ne s'agit pas simplement de trouver des systèmes de recyclage des déchets plus performants. Ça, il faut le faire. Ça fait partie de la créativité technique que j'évoquais avant. Il ne s'agit pas simplement de trouver les bonnes techniques de recyclage pour voir comment un déchet de lin peut servir à finalement un autre ménage. C'est aussi un enjeu comportemental. C'est-à-dire qu'il faut amener aussi les gens à produire moins de déchets. Et ça, c'est tout autre. Ça, c'est tout autre. La créativité technique, les opportunités systémiques ne suffisent pas à ça. Et là, il y a aussi tout un enjeu d'éducation populaire, de transformation des pratiques. On l'a commencé à l'identifier à la communauté urbaine avec le fameux exemple de la poubelle verte. La poubelle verte, c'est assez formidable comme exemple. La poubelle verte, c'est quoi? C'est le constat à un moment donné à la communauté urbaine, c'est que le bilan carbone, le bilan environnemental de la poubelle verte est catastrophique, catastrophique. Et finalement, qu'on met des déchets dans une poubelle qui sont recyclables à 90% dans son propre jardin. Donc, c'est le constat qu'on est sur une politique publique totalement stupide et débile sur le plan environnemental. À un moment donné, on supprime la poubelle verte en disant aux habitants, mais en fait, 90% de vos déchets sont recyclables dans votre jardin et pour les 10% restants, on va bien trouver une solution. On viendra même les chercher chez vous parce que ce n'est pas un problème. Sauf que ça ne se fait pas comme ça. Et quand vous regardez tous les habitants qui ont eu la poubelle verte, aujourd'hui, plus de la moitié, peut-être même les 3/4, n'ont toujours pas compris que 90% des déchets qu'ils mettaient dans leur poubelle verte se traitent en fait à l'intérieur du jardin. Donc cette question comportementale, cette question de l'adhésion des populations à un changement de comportement pour intégrer aussi ces services publics en transition, c'est aussi un autre enjeu majeur en fait des problématiques que vous soulevez là. Et à la communauté urbaine, vous le savez, on a voulu développer justement ce qu'on a appelé le programme Éco-Gagnant pour lier effectivement aussi à cette transition des grands services publics l'évolution des comportements. Alors, on l'a déjà fait avec le bus gratuit. Grâce à ça, on a doublé la fréquentation. Je vous ai parlé de la poubelle verte, qui est aussi le début d'un autre regard sur les déchets. On va continuer à y travailler. Il faut demain qu'on réussisse sur l'eau.
il faut qu'on arrive à changer la représentation de la population sur la consommation d'eau. C'est inimaginable qu'en 2021, on arrose encore ses plantes chez soi avec de l'eau potable. C'est juste inimaginable. Pourtant, les comportements continuent encore comme ça. C'est inimaginable de continuer à boire de l'eau en bouteille en plastique, etc. Donc, il faut réussir demain à faire évoluer ces comportements. Et on a choisi donc à la communauté urbaine le pouvoir d'achat. On a choisi le pouvoir d'achat comme levier de transformation de ces comportements. Pourquoi? Parce qu'on pense que sur cette deuxième dimension, les comportements citoyens, on n'y arrivera pas par la morale, on n'y arrivera pas par l'éthique, on n'y arrivera même peut-être pas par la politique. Par contre, on y arrivera, c'est-à-dire par l'idéologie. Mais par contre, on peut peut-être y arriver par le pouvoir d'achat. Quand je regarde aujourd'hui les deux préoccupations de notre population, c'est, outre la problématique de l'emploi et de la sécurité ou des choses de ce type, vous voyez bien l'environnement et le pouvoir d'achat émerger très fortement. Ce qu'on a voulu faire à la communauté urbaine, depuis maintenant pas mal d'années, c'est lier l'évolution des comportements sur le plan environnemental à la question du pouvoir d'achat. Transformez votre comportement en termes de consommation d'eau et nous, on va vous garantir une augmentation du pouvoir d'achat par une baisse des dépenses. On va vous accompagner dans l'isolation de votre logement et on vous fera gagner de l'argent. Avec le bus gratuit, on vous fait gagner de l'argent. Vous ne consommez plus en carburant quand vous allez chaque jour en domicile travail. Le but du jeu, ce qu'on a voulu faire, c'est justement pour peser ces comportements sociaux, pour peser sur ces comportements citoyens, développer l'argument du pouvoir d'achat pour le faire. Pour montrer aussi finalement que cette transition est une transition positive. En supprimant la poubelle verte, on est en train de dire on ne vous emmerde pas. Le but du jeu n'est pas de vous emmerder. Le but du jeu, ou par le bus gratuit, on ne veut pas vous emmerder en vous mettant dans le bus. On veut vous faire rentrer dans un monde finalement meilleur pour vous-même, pour vos enfants et pour votre porte-monnaie, ce qui est un peu l'idée qu'on a. Donc voilà, moi je me félicite de ces cycles. Je me réjouis du travail qui est mené sur la créativité, donc créativité systémique, créativité aussi en matière d'innovation technologique. Et je me réjouis aussi de ce que vous avez intégré, cette question de l'évolution du comportement citoyen dans le cycle à venir. Et puis, je me féliciterai si en 2022, vous commencez à aborder la question de l'alimentation. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Vergrit, pour ce regard très riche. Donc, comme vous le savez, sur les petits-déj de la Gure, on a aussi un temps d'échange. Donc, comme là, on est sur le lancement du cycle, on est sur un format un peu différent. Donc, le temps d'échange sera un petit peu réduit. Mais on va quand même prendre quelques questions, quelques remarques. Donc, on vous rappelle un peu la règle du jeu. Donc, pour prendre la parole, il suffit de lever la main. Donc, vous avez la petite fonctionnalité. On va vous passer la parole. Donc, on a une première demande. Donc, Monsieur Didier Bikoff, on vous laisse la parole. Par contre, on ne vous entend pas. Je ne sais pas si vous pouvez rallumer votre micro. Oui, j'avais complètement oublié. Je dis, bon, ça ne va pas me ressembler, mais je vais être très, très synthétique. Je vais résumer ma pensée par rapport à tout ça. Je dis, au fond, le plus urgent dans l'urgence climatique serait de refaire des adultes. Hein. Je pense qu'il faut méditer cela, effectivement, puisque de toute manière, tout passe par des comportements, tout passe par l'humain. Donc, on aura beau, la technique n'est jamais que, je dirais, un outil, hein, mais il va falloir effectivement que ça soit dans l'éducation, le pouvoir d'achat. Je peux comprendre ce que Patrice dit au niveau du pouvoir d'achat, mais à titre personnel, je pense que c'est important, mais réducteur, parce que si je dirais par rapport au pouvoir d'achat, si on enferme les gens simplement dans une notion très matérielle et financière, je pense qu'on n'aura pas tout gagné non plus parce qu'il y a d'autres composantes. Mais ça n'engage que moi, donc le débat est ouvert. Merci. Merci beaucoup. Madame Lermite également. Oui, bonjour à tout le monde. Contente de pouvoir partager le démarrage de ce matin. Alors pour moi, c'est un peu difficile de participer régulièrement puisque j'ai encore une activité professionnelle et que je suis en permanence le mardi matin. Donc là, je fais une petite entorse, mais voilà, c'est bien agréable. Effectivement, j'adhère à tout ce qui a été dit, hein, forcément. Et au travers des derniers échanges, hein, sur le pouvoir d'achat, sur le comportement des gens,
Vous connaissez ma fibre de par mon activité professionnelle. Je pense notamment à toutes les familles plus fragiles, à tous ces gens qui sont dans des collectifs avec des logements qui sont parfois pas adaptés au niveau énergétique. Et voilà, ça pose vraiment d'autres sujets aussi à travailler. Alors, que ce soit avec les bailleurs, que ce soit avec d'autres protagonistes, mais je pense que le sujet est d'autant plus large. Voilà, en tout cas, contente d'être avec vous ce matin et j'espère pouvoir suivre les prochains petits-déj, même s'il n'y a pas de petit-déj. Merci beaucoup. Donc, on ne sait pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, d'autres remarques. Oui, donc Monsieur Houtier. Donc là encore, n'hésitez pas à rallumer votre micro pour qu'on vous entende bien. Ce que j'observe, moi, c'est qu'en me promenant comme ça à pied, parce que bon, je suis en retraite et puis je balade mon chien, et je m'aperçois que dans tous ces nouveaux lotissements qu'on fait, je me dis, comment se fait-il qu'on n'impose pas à chaque fois de récupérer au moins les eaux fluviales, les eaux de pluie dans les maisons? Les gens consommeraient moins, ça rejoindrait ce que M. Vergrit a dit sur le pouvoir d'achat déjà d'une part, et deuxièmement, je pense aussi que ça soulagerait un peu nos canaux et ça empêcherait pas mal d'inondations. Voilà, c'était un peu ça ma question. Parce que je pense qu'on peut faire pas mal d'économies de ce côté-là aussi. Bon, peut-être qu'au niveau de nos réades, après, il faut voir le traitement des eaux usées, parce que finalement, on paye aussi la cotisation sur les eaux usées en fonction de l'eau qu'on consomme. Donc, tout ça, c'est à voir aussi. Voilà, merci. Merci pour vos remarques. Donc, c'est vrai qu'on en prend bonne note et comme ça nous permettra aussi de rebondir lors des différents petits-déj, comme vous l'avez vu, qui aborderont ces différentes thématiques. Donc là, on sait que ce sera un aspect qu'on pourra aborder lors du numéro consacré à l'eau. Donc, on vous passe toujours la parole, donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, d'autres remarques, en ayant conscience que c'est très dense, mais c'est le format des petits-déj qui veut ça. Sinon, en attendant que... Oui, pardon, excusez-moi. Alors, je vais repasser la parole à M. Vergrit qui veut réagir. Oui, juste pour répondre, enfin pas pour répondre, mais pour surcommenter. D'abord, par rapport à la question du pouvoir d'achat. On est face à une urgence climatique. On ne peut plus attendre maintenant 50 ans pour produire des transformations des comportements des citoyens. Et à un moment donné, il faut être réaliste. C'est-à-dire, si on veut changer rapidement les comportements des citoyens, je vais prendre l'exemple du bus. Doubler la fréquentation du transport collectif, vous pouvez essayer de faire de la pub, vous pouvez essayer de faire de l'éducation populaire, vous pouvez même essayer d'aller dans les écoles, essayer de convaincre les gamins qu'il faut aller en bus et pas en bagnole. Vous allez, avec une politique comme ça, obtenir une augmentation de fréquentation du transport collectif d'à peu près entre 5 et 10%. Et si vous voulez doubler la fréquentation du bus, vous mettrez 2 générations. C'est utile, c'est efficace, mais on n'est pas à la hauteur de l'enjeu de l'urgence climatique. Et donc, il faut ruser. Il faut ruser. La population, à un moment donné, il faut lui envoyer des signaux qui correspondent à ce qui permettra de réagir rapidement. Ce qui fait réagir rapidement, c'est le pouvoir d'achat. Et le bus gratuit en témoigne. Pourquoi le bus gratuit fonctionne? On est la seule agglomération en France qui, historiquement, en 2 ans, a doublé sa fréquentation. Personne n'a jamais fait ça. Même les meilleures métropoles ont fait 10, 15, 20%. Jamais personne n'a doublé la fréquentation. Ce n'est pas un hasard. C'est pas un hasard. On n'a pas fait la morale. Personne n'est allé voir les gens en disant faut que tu montes dans le bus, hein, garçon, c'est pas bien. Hein. Ça marche pas, ça. C'est-à-dire que l'efficacité de ce truc, c'est 5 à 10%. Donc, l'urgence climatique impose d'être beaucoup plus malin que ça. L'éducation populaire, malheureusement, n'est pas à l'échelle de temps de l'urgence climatique. Et donc, les politiques publiques doivent être beaucoup plus proactives. Et donc, à la fois proactives sur l'innovation, et il faut reconnaître que l'innovation systémique, technologique, a accéléré sur ces champs.
la décarbonation de l'industrie, franchement, qui aurait cru qu'il y a 10 ans, on dirait que ArcelorMittal, dans 10 ans, fonctionnera à l'hydrogène. Qui pensait ça? Qui pensait ça? Donc, on voit bien qu'il y a une accélération de l'innovation technologique, il y a une accélération de l'innovation systémique. Jean-François a montré comment les toiles ont évolué en peu de temps, comment elles permettent de faire émerger des choses. Eh ben, il faut qu'il y ait une accélération sur le plan des politiques publiques et l'incitation à la transformation des comportements. Et je pense, à titre personnel, que plus que la morale, le pouvoir d'achat est plus efficace pour agir vite. Voilà, c'est mon sentiment. La deuxième question, c'est sur la question de la récupération de l'eau de pluie. Alors d'abord, il y a des contraintes. Hein. Aujourd'hui, on ne peut plus faire un lotissement sans contrainte sur les eaux pluviales. Je vais même vous dire quelque chose, Marie va m'entendre au nom de la CCHF, mais je pense même que bientôt, il n'y aura plus de lotissement du tout. C'est-à-dire que quand on voit l'évolution de zéro artificialisation nette, quand on voit l'évolution de la problématique climatique, on se dit que bientôt, le lotissement même, c'est quelque chose qui n'existera plus. Voilà. Bon, faut se le dire entre nous. On ne fera plus de lotissement demain. Parce que le lotissement n'est pas une forme urbaine efficace sur le plan environnemental. On le sait tous, à la fois sur la mobilité, à la fois sur les déchets, à la fois sur l'eau, à la fois sur les problématiques énergétiques. On sait que ce n'est pas efficace sur le plan environnemental. Donc, le lotissement demain, c'est une forme qu'on ne développera plus. Pour autant, la communauté urbaine réfléchit à ça et nous allons, dans ce mandat, développer une politique d'incitation à la récupération de l'eau pluviale. Nous sommes en train de la calibrer, d'y réfléchir, mais de mener une politique très incitative pour que les ménages, en particulier, se dotent de récupération, de systèmes de récupération d'eau pluviale. Merci beaucoup, monsieur. Alors, on s'excuse, on approche tout doucement de l'horaire de fin et donc on va juste prendre une dernière remarque et puis après on clôturera. Donc, je crois que Mme Lermite voulait réagir, je crois. Oui, effectivement, je voulais réagir à ce que disait Patrick sur les lotissements. Effectivement, il va falloir être inventif, mais néanmoins, les communes rurales ont toujours besoin de se développer et d'avoir une régularité de population, certainement mesurée, ça tout le monde en est bien conscient, mais effectivement, on doit être à nouveau inventif et réfléchir à une nouvelle organisation. Le lotissement, effectivement, tel qu'il est fait et qu'il a été fait aujourd'hui, il n'est plus du tout adapté. Et voilà, il y a une artificialisation qui est trop importante. Voilà. Mais il faudra réfléchir pour que nos communes rurales continuent quand même de se développer de façon harmonieuse et légitime. Donc Jean-François, dernière remarque, et puis après on passera au mot de la fin. Oui, je rebondissais sur la question du consommateur, du citoyen, etc. Et c'est vrai que même sur les questions alimentaires, on l'avait vu, la clé est dans la demande. Il y a deux facteurs qui apparaissent beaucoup. Il y a le facteur prix, effectivement. Il y a aussi un autre facteur qui est celui de la simplicité, du confort. Des acteurs comme Amazon l'ont bien compris. Hein. Amazon n'intervient pas forcément sur le prix, mais avant tout sur le fait que le produit arrive chez vous. Et dans plein de domaines liés au service au public, le fait de pouvoir ouvrir son robinet et avoir de l'eau en direct, le fait d'avoir une poubelle verte, de pouvoir tout jeter dedans, tout ça c'est simple. Hein. Et c'est ça qui nous a bercés pendant des générations quasiment. Et il va falloir bousculer ça. C'est aussi un vrai enjeu pour les débats qu'on mènera ces prochaines semaines. Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole pour le mot de conclusion. Juste avant, j'en profite pour vous rappeler donc, le prochain petit-déj, puisque le cycle est lancé. Donc, le prochain numéro, ce sera le 18 mai, et on aura une intervention conjointe de l'Agence de l'eau et de l'ADEME pour nous parler donc, des impératifs de transition sur ces différents services. Donc, pour le mot de conclusion, je vais passer la parole à Monsieur Westbecker et à Franck. Oui, juste un mot pour vous dire bonjour d'abord, pour vous remercier toutes les personnes qui ont assisté, ainsi que les intervenants. Ce sont vraiment des questions de présent, ce ne sont plus des questions d'avenir, c'est maintenant qu'il faut faire tout cela. Et je pense que les différentes choses qui ont été évoquées
sont extrêmement importantes. Juste un exemple en passant, j'ai bien compris que l'alimentation allait être un des travaux préférés de l'agence cette prochaine semaine, mais ça se raccorde aussi au circuit court, à la possibilité d'alimenter un secteur sur lui-même, ça se raccorde à l'agriculture et donc à l'eau, et donc etc., etc. Et on voit que plein de champs qui sont connexes sont ouverts et sont interconnectés, d'où l'utilité des toiles. En tout cas, merci et rendez-vous au prochain petit déjeuner. Alors, François Vérec l'a évoqué, vous avez 2 heures pour la préparation du petit déjeuner, donc vous pouvez facilement déjeuner aussi pendant ces 2 heures. Oui, juste un petit mot pour vous remercier à mon tour infiniment. Remercier tout particulièrement Patrice pour ton intervention. C'était important pour le lancement de ce cycle qu'on t'ait aujourd'hui comme grand témoin. C'est vrai que ça va structurer, y compris le positionnement de l'agence pour les mois et années qui viennent. Alors, j'ai bien noté tes 2 attentes sur les questions de mobilité et d'agroalimentaire, notamment. Alors, nous, on a avancé aussi. Je te passerai un petit document la semaine dernière. On a toujours sur les approches écosystémiques proposé un webinaire dédié à une première approche de toile agricole et agroalimentaire. Et tout comme toi, je partage la nécessité pour les agences de se mobiliser sur ces sujets. Moi, si je retiendrai un terme que tu as prononcé, Patrice, et qui je trouve génial, c'est la question de transition positive. Je ne sais pas si on peut le déposer, ce truc-là. Mais je trouve que franchement, c'est très inspirant ce matin. Et tout l'enjeu pour nos petits déjeuners, c'est d'être un peu inspirant. Et moi, je retiendrai cette notion de transition positive en te remerciant l'ensemble des élus. Merci à Marie pour la CCHF d'avoir été présente ce matin. Il y avait des gens de la communauté de communes de Flandre-Intérieur qui étaient présents également. Je les salue également. Donc, l'idée, c'était de vous mettre un petit peu en appétit pour les prochains rendez-vous. Et donc, on vous donne rendez-vous pour le prochain rendez-vous, donc le 18 mai. Et puis, dans l'intervalle, beaucoup d'autres webinaires. Il y en aura un jeudi matin dédié aux questions de gratuité des transports en lien avec les travaux que nous menons avec l'ADEME. Vous savez que, je profite de l'occasion, je crois que l'ADEME est connectée aussi ce matin pour les remercier une nouvelle fois. L'ADEME finance l'Observatoire des villes du transport gratuit. Et donc, on a eu une réunion la semaine dernière avec Hervé Pignon, le directeur régional. Nous allons consolider l'animation de ce dispositif et un rendez-vous sera programmé jeudi matin avec Urbis Lemac sur ce sujet. Et puis, Bernard l'a dit également, vous savez que Patrice lance aussi les états généraux de l'environnement. On voit d'ailleurs Laurent Mazzoni dans quelques instants. Et on aura un webinaire dédié à l'adaptation au changement climatique avec Marie Lermite, que je remercie infiniment, le 5 mai prochain, dédié notamment aux travaux sur les pieds de coteaux. Donc, je vous invite à être présent. Marie sera notre grand témoin. C'est elle qui aura la parole ce jour-là. Et donc, Bernard projette la publication qui sort du four de l'agence là sur les pieds de coteaux et l'adaptation au changement climatique. On a fait un très gros travail avec la CCHF sur ce volet-là. Donc, beaucoup d'événements. C'est vrai que la période du Covid nous a obligés à nous réinventer dans la manière de dialoguer avec vous, de restituer nos réflexions. Donc, vous avez quasiment 1 à 2 webinaires par semaine qui sont organisés par l'agence. Et je profite de l'occasion pour vous remercier infiniment pour votre présence en nombre. Et je vous souhaite, il est 10h pile, une très agréable journée. On a respecté le format chrono, 9h, 10h, voilà. Et puis, on a hâte de pouvoir remanger des petits pains au chocolat avec vous. Excellente journée. Bonne journée à tout le monde.